Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de participer à cette webconférence et de pouvoir échanger sur le sujet des plans de mobilité. Du coup, moi, pour le petit rappel de contexte, donc je suis Jean-Christophe Gianesini, je suis directeur associé d'Ecodev en charge du pôle mobilité. Et donc, on s'occupe de travailler sur les sujets de mobilité depuis presque 10 ans. Que ce soit sur la partie plutôt audit, plan de mobilité, diagnostic ou même mise en place d'actions concrètes, assistance à maîtrise d'ouvrage et sujet de communication. Voilà, sur le premier point qui est le contexte réglementaire, en fait, tout ce sujet de mobilité n'est pas récent puisqu'il date de 96 en fait, avec la loi LOR, qui est la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l'air en milieu urbain. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu l'apparition des entités comme Airparif ou ce type de structure. Et elle a également permis et rendu obligatoire en fait la mise en place de plans de déplacement urbain pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a vu apparaître le deuxième point que vous voyez sur le diapositive, c'est les plans de protection de l'atmosphère qui ont pour la première fois en fait mis en évidence l'obligation pour certaines structures considérées comme fortement génératrices de trafic sur un territoire donné, de mettre en place un plan de déplacement qui est ensuite devenu plan de mobilité. Et en fait, les seuils d'assujettissement dépendaient des régions puisque le PPA était décrété par le préfet de région, et l'est encore d'ailleurs, puisque c'est un dispositif qui est encore en vigueur aujourd'hui et qui vient en complément de la loi de transition énergétique, justement, d'août 2015, en fait, qui vise à niveler ce seuil d'assujettissement à 100 personnes pour toute entreprise, en fait, dans le périmètre d'un plan de déplacement urbain, justement. Donc, en gros, vous aviez le plan de protection de l'atmosphère qui, sur certaines régions, obligeait des établissements à mettre en place un plan de déplacement. Typiquement, dans la région Île-de-France, c'était plus de 500 personnes venant en voiture sur un même site. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, maintenant Hauts-de-France, c'était plus de 250 salariés sur un même site en zone d'activité, plus de 500 hors zone d'activité. En région PACA, c'était plus de 250 personnes tout court, quelle que soit l'implantation, etc., etc. Et la loi de transition énergétique est venue du coup niveler le seuil à 100 collaborateurs sur un même site dans le cadre d'un plan de déplacement urbain, c'est-à-dire dans la plupart des grandes agglomérations françaises, puisque ça considère également la banlieue. Les plans de protection de l'atmosphère continuent à évoluer en parallèle, et c'est ce qu'on a vu en début d'année 2018, c'est que le seuil du plan de protection de l'atmosphère d'Île-de-France qui a été mis à jour s'est nivelé sur le seuil de la loi de transition énergétique de façon à ce que ce soit cohérent. Par contre, le plan de protection de l'atmosphère va un petit peu plus loin par rapport au texte de la LTE, c'est-à-dire qu'elle précise notamment les modalités de reporting et peut venir affiner certains points qui seront spécifiques par rapport à la région. Voilà. Donc, pour comprendre tout ça, un plan de mobilité, qu'est-ce que c'est? Donc, un plan de mobilité ou anciennement un PDE, plan de déplacement entreprise. On avait également des variantes comme PDA pour plan de déplacement administration, dès que cela concernait une collectivité ou une administration, forcément. Plan de déplacement interentreprise, donc PDIE, dès qu'on est en zone d'activité et qu'on mutualise ses moyens, que ce soit pour le diagnostic ou pour la mise en place du plan d'action, etc., etc. On est sur un diagnostic qui est relativement complet et qui vise en fait à rationaliser les déplacements liés à l'activité d'une entreprise sur un site. Et donc, les différents flux qu'on vient observer sont principalement les déplacements domicile-travail, professionnels, mais également les déplacements visiteurs et fournisseurs. Et l'objectif d'un plan de mobilité, vous l'avez compris, il est principalement en fait lié à l'optimisation de l'utilisation de la voiture individuelle en faveur de modes alternatifs moins émissifs et peu respectueux de l'environnement. Que ce soit de par le mode de transport, l'infrastructure en tant que telle, type transport en commun, vélo ou autre, ou même dans l'organisation de l'entreprise, l'optimisation de l'utilisation du véhicule, de la voiture en tant que telle, que ce soit par le fait de changer d'un moteur thermique à un moteur électrique, ou même le fait de partager sa voiture comme le covoiturage. Et donc le plan de déplacement, c'est vraiment un outil qui permet de se poser les bonnes questions en matière de mobilité. Donc, des facteurs clés de succès dans le cadre de la réalisation d'un plan de mobilité, on est principalement sur une communication importante. C'est un sujet qui touche tous les collaborateurs.
Quand on mène ce type de projet chez nos clients, on se rend compte, ça doit passer, comme on le verra par la suite, notamment par une phase d'enquête auprès de l'ensemble des collaborateurs pour connaître de façon quantitative et qualitative la pratique réelle des collaborateurs en termes de mobilité. Et donc, on se rend compte qu'on a des taux d'adhésion et des taux de retour aux enquêtes qui sont extrêmement importants par rapport à d'autres enquêtes qui peuvent être menées chez nos clients, parce que c'est un sujet qui parle à tout le monde et c'est un sujet qui doit emmener tout le monde parce qu'on est sur du changement comportemental et que du coup, on va proposer aux collaborateurs des alternatives à la voiture. Et il faut que les collaborateurs puissent jouer le jeu si on veut attendre des résultats. Et les résultats ne sont obtenus que si chaque collaborateur peut justement, de temps en temps, trouver une alternative ou sur le plus long terme, essayer de changer cette habitude. Donc, la communication et l'implication en fait importante des collaborateurs font partie vraiment des points très importants. Et l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que c'est difficile d'obtenir une participation importante des collaborateurs si on n'a pas une stratégie de communication et d'accompagnement au changement bien définie en amont. L'implication de l'ensemble des parties prenantes de la structure est également importante puisque au-delà de la partie purement collaborateur, les parties prenantes locales, le territoire, la collectivité, l'autorité organisatrice de la mobilité, les fournisseurs, les visiteurs, quand on est dans le cadre d'une structure qui reçoit des visiteurs, l'ensemble des parties prenantes vont être des éléments importants à intégrer dans le projet, à prendre en considération pour pouvoir obtenir des résultats sur le long terme. Et c'est vraiment s'inclure dans une démarche long terme. L'implication des managers également, en termes de relais de communication et d'exemplarité, c'est important de le souligner. Et puis l'appropriation de la démarche sur le long terme, que ce soit par le fait vraiment de rentrer dans l'organisation de l'entreprise, que ce soit sur la partie reporting journalière, du type intégrer des indicateurs extra-financiers, comme les parts modales ou le temps de transport moyen de mes collaborateurs, ou se doter d'outils type EcoPDM ou autres, enfin des outils qui vous permettent de pouvoir suivre les évolutions de la mobilité de vos collaborateurs. Donc, les enjeux et les bénéfices d'un plan de mobilité. On pourrait se poser la question, et souvent des clients me disent, alors vous étant des professionnels, ce sera peut-être moins le cas, mais sûrement moins le cas, mais beaucoup de clients me disent pourquoi on est embêté légalement sur ce sujet alors que beaucoup d'autres facteurs sont polluants et ont un impact sur l'environnement beaucoup plus négatif en fait que les transports et que la voiture individuelle. C'est malheureusement faux, c'est que 28% des émissions de gaz à effet de serre en fait, sont générées par le secteur du transport. C'est donc le premier secteur d'émissions et les Français majoritairement en fait, se déplacent. Pourquoi? Pour se rendre sur le lieu de travail à plus de 50%. Donc si on réfléchit à la cote mal taillée, pourquoi on se déplace? Pour aller travailler et qu'est-ce qui est un facteur d'impact sur la qualité de l'air, enfin en tout cas en termes d'émissions de gaz à effet de serre important. Ce sont les déplacements. Donc, c'est un poste très important à cibler. C'est un poste financier également, puisque c'est la deuxième source de dépenses des ménages après le loyer. Forcément, avec l'étalement urbain, les Français ont eu tendance à s'éloigner de leur lieu de travail et des cœurs d'agglomération pour pouvoir accéder à la propriété. Mais cela, en contrepartie, a rallongé leur trajet, leur temps de transport, mais également leur budget de transport, qui est estimé par l'ADEME à peu près 6 100 € par an. Un autre sujet quand on discute avec les ressources humaines, c'est que c'est le premier facteur de stress en fait des Franciliens et sûrement pas loin, sûrement dans le top 3 en tout cas de la plupart des grandes agglomérations en France. On est clairement sur un sujet qualité de vie au travail. On le voit, 60% des Franciliens considèrent notamment leur trajet domicile-travail comme une source de désagrément et que 10% des arrêts de travail seraient liés aux accidents sur les trajets domicile-travail. C'est également 55 heures passées par an dans les bouchons en Ile-de-France, ce qui est colossal. 55 heures, je vous laisse calculer, c'est plus d'une journée de travail en cumulé, une semaine de travail en cumulé. Et plus tristement, c'est également 48 000 décès chaque année par an. C'est la troisième source en fait de décès prématurés en France après l'alcool et le tabac. C'est une enquête qui a été publiée il y a un petit peu plus d'1 an par Santé publique France qui a estimé le nombre de morts, en fait, de décès chaque année évitables. En fait, ce sont les décès évitables. Et donc, on a, je crois, 51 000 morts pour le tabac, 50 000 pour l'alcool et 48 000 pour la pollution atmosphérique. Donc, on n'est pas non plus sur des ordres de grandeur de 1 à 2.
C'est vraiment à peu près les mêmes ordres de grandeur. Et donc, c'est assez colossal. Et on se rend compte en termes de santé publique qu'il y a vraiment un vrai sujet pour le gouvernement. Et puis forcément, sur les aspects financiers, c'est également donc 30% d'augmentation du prix d'une place de stationnement depuis 2008. Des chiffres comme ça, vous pouvez en avoir plein. Sur notre site, vous en avez également beaucoup. Ce sont malheureusement des chiffres qui sont assez effrayants, mais qui sont très parlants. Et en termes de communication, souvent, quand on se retrouve face aux entreprises et surtout aux collaborateurs, c'est des chiffres qui malheureusement leur parlent. Voilà. Donc, les bénéfices économiques, clairement, pour l'entreprise, la réduction du coût lié au déplacement, donc ne serait-ce que la flotte automobile, en général, c'est un poste de dépense non négligeable. C'est quelque chose qui est regardé dans le cadre du plan de mobilité, qui peut être adapté, que ce soit par des solutions d'éco-conduite, d'autopartage, d'optimisation de la flotte, de meilleure gestion et de mise en place d'une politique de fleet management. Mais également une dépense de réduction pour les collaborateurs, en termes de mobilité, une réduction des dépenses pour les collaborateurs, puisque c'est un poste de coût non négligeable, comme on l'a vu. Les bénéfices environnementaux, je ne vais pas y passer trop de temps, je pense que vous êtes tous convaincus. Voilà, ça a un impact direct sur les émissions de gaz à effet de serre et forcément la qualité de l'air, avec un certain nombre de risques de maladies associés. Ce que relevait également l'étude Santé publique France, c'était qu'on avait dans les milieux très urbains, comme l'Île-de-France, une durée de vie en bonne santé qui diminuait également à cause de la pollution atmosphérique. C'est même pas la mortalité ou le taux de mortalité, c'est que combien de temps on vit en bonne santé. Et en fait, la pollution atmosphérique a un impact considérable sur la durée de vie en bonne santé pour les gens qui vivent en milieu urbain. Très joyeux, et donc les bénéfices sanitaires et sociaux, forcément, il y a pour l'entreprise une notion de réduction du risque routier, de QVT, d'amélioration du climat social, comme je vous le disais, également d'accessibilité. Aujourd'hui, c'est la métropole d'Aix-Marseille, en fait, qui a mesuré avec la Maison de l'Emploi le fait que vous aviez, je crois, 40% des demandeurs d'emploi qui ont dû refuser, en fait, ou ne pas accepter un poste à cause de problèmes de transport. Donc, c'est un vrai sujet. Et puis, forcément, les réductions liées aux maladies, à la pollution, au stress et aux accidents de travail. Il y a beaucoup d'études qui sortent sur ce sujet-là et également sur la pratique du télétravail. Quel est le retour sur investissement potentiel, parce qu'on cherche toujours à l'estimer, et le taux d'accident de travail, en fait, plusieurs études ont prouvé que les collaborateurs étaient beaucoup moins en arrêt quand ils avaient la possibilité de travailler, et que ça diminuait significativement le taux d'arrêt, en fait, en entreprise qui avait déployé depuis un petit moment le télétravail. Voilà. Le cas des projets inter-entreprises. Ce qui est intéressant dans le cadre d'un plan de déplacement, quand on mutualise la démarche, c'est de pouvoir, alors déjà, le texte de loi, c'est-à-dire que l'article 51 de la loi de transition énergétique permet de le faire et précise que les entreprises peuvent s'organiser en groupement d'entreprises pour établir un diagnostic commun et un plan d'action plus ou moins mutualisé. Ce qui est intéressant, c'est d'être capable justement de créer du lien à l'échelle d'un territoire ou d'une zone d'activité avec des projets communs. Et la mutualisation du diagnostic est intéressante parce que, comme on va le voir, il y a une première étape qui consiste en fait en l'étude des différents modes de transport et infrastructures disponibles de façon quantitative et qualitative pour se rendre sur le ou les sites. Et donc, toute cette étude-là, forcément, elle peut plus ou moins être mutualisée. Et elle permet également, du coup, de faciliter la mise en œuvre de certaines actions, que ce soit la taille critique pour remplir une navette de bus, pour déployer un système de covoiturage, pour avoir du poids vis-à-vis de la collectivité. Forcément, plus vous avez de collaborateurs potentiels, plus vous avez de poids lors de vos demandes vis-à-vis de la collectivité. Et puis, du coup, être capable vraiment de travailler en commun pour améliorer la desserte de la zone d'activité. Voilà pour la première partie réglementaire. Je vais vous laisser poser vos questions. Alors bonjour, j'espère que tout le monde m'entend. Du coup, première question de Marie-Laure, qui nous demande comment savoir si une entreprise est concernée par la réglementation, si elle se situe sur une commune de 15 000 habitants, quid de l'agglomération? Alors, ce qu'il faut considérer, c'est l'intercommunalité.
Les plans de déplacement urbain sont mis en place à l'échelle de la communauté d'agglomération en général. Et donc, il faut faire une petite étude bibliographique pour se rendre compte s'il faut évaluer si l'interco a été dans le cadre d'un plan de déplacement urbain ou a mis en place un plan de déplacement urbain. C'est obligatoire, comme vous le disiez, pour les communes de plus de 100 000 habitants, mais par contre, le plan de déplacement urbain peut être volontaire. C'est-à-dire que vous pouvez vous rendre compte qu'une collectivité ou une petite ou une moyenne intercommunalité qui n'est pas soumise à cette obligation peut décider volontairement de mettre en place un plan de déplacement urbain et qu'il soit obligatoire ou volontaire si l'entreprise se situe dans le périmètre, dans le zone, dans cette intercommunalité-là, dans ce territoire-là, elle va être soumise dans ce cas-là à la réglementation. Merci. Deuxième question. Comment va évoluer la réglementation en matière de mobilité en général et plus particulièrement pour les entreprises? Quels sont les bruits de couloir, les éventuels textes à venir et leur contenu? Alors, c'est difficile de prévoir ce qui va être décidé. Les événements avec la SNCF n'ont pas forcément accéléré le passage de la loi d'orientation des mobilités, la fameuse loi de l'homme. Ce qui avait été discuté lors des assises de la mobilité, c'est de pouvoir donner un contexte un peu plus, avec plus de poids, pouvoir donner en fait plus de poids au sujet des plans de mobilité, et notamment au même titre que l'accord télétravail, qui puisse être porté par les instances au niveau de l'entreprise et qu'elles puissent se l'approprier. Ce qui se profile potentiellement, mais encore une fois, beaucoup de potentiellement, il n'y a rien de sûr et il n'y a rien qui est encore voté et qui est passé. Mais ce qui avait été évoqué lors des assises de la mobilité, c'est que les entreprises qui ne respectent pas cette obligation puissent avoir une pénalité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la seule contrainte, c'est qu'une entreprise qui ne respecte pas cette obligation ne puisse plus recevoir d'aide technique et financière de l'ADEME. Donc, ça concerne certaines structures qui en bénéficient, mais finalement assez peu par rapport à l'ensemble des structures concernées. Alors, vous avez également après d'autres, dans le courant, d'autres obligations, typiquement dès qu'une structure est certifiée sur des certifications de type 14 000 ou autres, l'auditeur regarde ce genre de choses et ça fait partie des non-conformités, de ne pas être à jour de son socle réglementaire. Mais sinon, c'est la seule obligation. Et donc, ça devrait normalement évoluer. Ce qui avait été évoqué, c'est que ça puisse évoluer et qu'il puisse y avoir une majoration sur le versement transport. Une pénalité, typiquement, ce qui avait été évoqué, c'est de l'ordre de 10% dans un premier temps et 20% dans un second temps, après une première période. Merci Jean-Christophe. Troisième question de Christine. Pour un groupe ayant des entités en multi-sites sur plusieurs départements, est-ce que l'étude doit être menée sur les sites principaux, grandes agglos et sites de plus de 100 personnes, ou au niveau global? Alors, les deux peuvent être faits, en fait. Il y a forcément un contexte territorial, comme je vais l'expliquer par la suite, qui est l'étude d'accessibilité, qui nécessite vraiment de s'ancrer dans le territoire et de se rendre compte de l'offre, vraiment de s'imprégner de l'offre de transport réellement disponible. Par contre, la partie gestion de projet, enquête auprès des collaborateurs, peut être mutualisée. Je vous donne un exemple, mais se rendre compte que sur un site, sur votre site de Bordeaux, vous avez pas assez de stationnement vélo ou qui ne sont pas sécurisés. Ça, c'est une action locale qui doit être portée au niveau local. Déployer une indemnité kilométrique vélo, ça doit être porté au niveau de la DRH nationale pour que l'ensemble des collaborateurs puissent en bénéficier. Donc, ce qui se passe assez souvent sur des projets multi-sites au niveau national, c'est que vous avez un plan d'action qui est porté vraiment par la DRH groupe et Corp, en tout cas, et vous avez des animateurs ou des porteurs d'actions locaux qui vont porter des actions qui sont plutôt locales et qui relèvent vraiment de la vie du site. Merci. Encore une autre question, deux questions. Deux questions en une. La première, c'est est-ce qu'il y a des sanctions prévues si on ne répond pas à la réglementation? Si oui, lesquelles? Et j'en profite également pour poser la question d'Igor, qui me dit qu'aujourd'hui, la loi impose comme seule sanction l'absence de subvention ADEME. Est-ce que cela concerne toutes les subventions ou seulement celles liées au plan de mobilité? Alors, du coup, pour les sanctions, on en a parlé et du coup, ça a été évoqué. Pour la deuxième question, c'est l'ensemble des aides de l'ADEME, puisqu'il n'y a pas vraiment d'aide aujourd'hui pour les plans de mobilité. Il y a des aides techniques, l'ADEME a rédigé un certain nombre de guides, mais il ne propose pas d'accompagnement.
propose plutôt du support, on va dire, méthodologique de par les différents guides et études qui sont faites par l'ADEME. Mais donc, ça concerne bien l'ensemble des aides financières que l'ADEME pourrait être amenée à allouer. Très bien, merci. Encore une question. Les textes réglementaires ne visent que les PNU obligatoires ou même les PNU volontaires? Volontaires également, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Merci. Dernière question. Aujourd'hui, où en sont les entreprises? Est-ce qu'elles sont en retard? Est-ce qu'il y a déjà eu des sanctions? Où est-ce qu'on en est? C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais j'en aurai bientôt. En fait, comme vous l'avez compris, il y a quand même une double réglementation entre cette loi de transition énergétique au niveau national et les plans de protection de l'atmosphère qui sont menés au niveau locaux, au niveau de la région. Les porteurs de plans de protection de l'atmosphère sont plus ou moins motivés en fonction des enjeux de la région à le faire appliquer. L'exemple du Nord-Pas-de-Calais est assez bon parce que le plan de protection de l'atmosphère, par exemple, du Nord-Pas-de-Calais a été inscrit dans le Code de l'environnement et le non-respect du Code de l'environnement, c'est potentiellement 25 000 € d'amende, je crois, et 1 500 € par jour de retard, ou 15 000 € d'amende et 1 500 € par jour de retard, il me semble. Ça n'a jamais été appliqué. Par contre, la région a envoyé des courriers à l'ensemble des structures assujetties, les a relancés et on a vu apparaître en début d'année, là, pour les structures qui n'avaient vraiment rien fait, les premières mises en demeure qui ont été envoyées. Donc là, la région est très active et veut vraiment que soit appliquée la réglementation, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres régions. Donc voilà, c'est vraiment très spécifique en fait à la région et la façon dont elle souhaite porter le sujet. Merci. Finalement, encore des questions. Du coup, la prochaine, comment les AOM, les autorités organisatrices de la mobilité, valident les plans de mobilité? Est-ce que l'ADEME a son mot à dire? Non, je crois que l'ADEME n'est pas dans la boucle, en fait. L'ADEME est en train, ça va me permettre de répondre aussi, puisque c'est ça que j'ai pas répondu à l'autre partie de la question précédente, qui était de où on en est vis-à-vis du déploiement des entreprises. L'ADEME n'a pas de visibilité là-dessus, et en fait, l'ADEME a lancé un marché il y a maintenant un mois, justement, qui consistait à trouver un bureau d'études qui les aide à recenser justement les différentes initiatives locales, où en sont les AOM, où en sont les structures localement assujetties de cette mise en place, et quel est le déploiement national. Et c'est un marché, on a appris ce matin qu'on vient de gagner en fait avec un autre bureau d'études sur le sujet qui s'appelle ITER. Et donc, on va pouvoir, je pense, d'ici 6 mois, 1 an, avoir une visibilité un petit peu plus claire de où on en est au niveau des différentes initiatives des AOM et également de l'initiative des entreprises d'être en règle vis-à-vis de cette obligation. Et donc, pour répondre à la dernière question, l'ADEME aujourd'hui n'est pas forcément en suivi régulier avec les différentes AOM pour savoir où elles en sont. Les AOM non plus, très objectivement, sont pas du tout en avance. Le STIF qui fait, enfin, Île-de-France Mobilité qui fait un peu figure d'exemple, avait un petit peu de retard aussi. Leur plateforme qui était censée, puisque la réglementation était censée être applicable au 1er janvier 2018. Je crois que fin janvier, la plateforme était toujours pas en ligne. Parce qu'ils ont eu quelques problèmes avec leur prestataire informatique, je crois. Donc, aucune AOM aujourd'hui n'est vraiment dimensionnée pour vraiment accueillir concrètement les différents plans de mobilité. C'est un vrai sujet qui doit être fait et ça fait partie des choses qui doivent être discutées, je crois, au niveau de la loi d'homme. C'est que malheureusement, on a assez peu d'idées de ce qui va être fait de ces plans de mobilité. Là où on a la possibilité de collecter des données qui devraient pouvoir être extrêmement pertinentes, que ce soit au niveau régional et national. Merci. Du coup, merci à tous pour vos questions. On va passer à la deuxième partie de la présentation sur du coup la méthodologie. Et donc, je vous laisse avec Jean-Christophe. Alors, donc, si on doit continuer, donc comme je vous l'ai un petit peu expliqué, un plan de mobilité, ça suit une démarche qui est relativement traditionnelle. De projet avec une première phase préparatoire, donc dans laquelle on va définir les objectifs du projet. Les clients peuvent être uniquement dans une démarche réglementaire, mais on se rend compte finalement que beaucoup de clients trouvent, quand on les éveille au sujet au-delà de la partie réglementaire, des objectifs autres
que cet aspect-là, ça peut être des objectifs de QVT parce qu'ils ont relevé des difficultés pour les collaborateurs à embaucher ou autres. Ça peut être lié à des déménagements ou la réduction, par exemple, d'un parking ou l'éloignement par rapport à un réseau de transport qui peut être un vrai problème social pour les collaborateurs. Souvent dans le cadre des déménagements, notamment, puisque la plupart des PLU, plans locaux d'urbanisme, en fait, réduisent le nombre de places de parking disponibles ou autorisées lors de la création d'un immeuble, en fait. C'est-à-dire au mètre carré, vous avez le droit de construire X places de parking. Et la plupart de révisions des PLU diminuent ce chiffre-là, ce qui fait que dans les nouveaux bâtiments construits, vous avez de moins en moins de places de parking de disponibles. Et donc, forcément, ça crée de la friction par rapport aux collaborateurs qui sont habitués en majorité dans certaines zones et certains territoires à venir en voiture. Le sujet des places de parking est problématique. Donc, en fonction des contraintes de l'entreprise, on définit des objectifs, on définit donc un rétro-planning associé, on cartographie et on choisit les parties prenantes du projet, qu'elles soient internes ou externes. Et puis, on travaille dès le départ sur la stratégie de communication qu'on va devoir mettre en place au niveau des différentes étapes du projet. Voilà, ça c'est la première étape préparatoire. Ensuite, on a la phase d'accessibilité où on va vraiment travailler sur la cartographie des flux de transport générés dans le cadre de l'activité de l'entreprise. Donc, une première étape consiste comme je vous le disais, à géolocaliser les collaborateurs. Donc, c'est-à-dire de travailler vraiment sur la partie cartographique, c'est quel est le mapping des gens et puis quelles sont des cartes de ce qu'on appelle les cartes isochrones. C'est des cartes d'égal temps d'accès au site. C'est-à-dire qu'on travaille sur vraiment des cartes qui vous permettent de dire tel collaborateur, typiquement, mettrait autant de temps à venir en transport en commun qu'en voiture. Et c'est ce qui permet de pouvoir avoir ce premier diagnostic par rapport au potentiel. Et puis ensuite, on va dans le détail, c'est-à-dire qu'on va vraiment étudier l'accessibilité du site. Donc, quelle est l'offre de transport disponible en transport en commun, en voiture, en autopartage, en vélo-partage, en covoiturage, sur les aspects cyclables, mobilité réduite, etc. etc. Donc, on a vraiment cette étude quantitative et qualitative qui permet de dire est-ce que j'ai réellement des alternatives sérieuses à la voiture et quelles sont-elles à la voiture individuelle. La seconde étape, c'est l'enquête auprès des collaborateurs qui adresse l'ensemble des collaborateurs, donc que ce soit par voie numérique quand on peut le faire, la plupart du temps dans les sociétés de services, ou par voie papier, donc, notamment dans le cas des opérateurs ou de l'industrie, ou même dans les milieux hospitaliers, et où ça passe par un questionnaire qui fait en général entre 30 et 40 questions, relativement abouti sur les habitudes de déplacement, et sur ce vers quoi les collaborateurs seraient enclins à changer. Et quelles seraient leurs contraintes et comment est-ce qu'ils perçoivent leur travail domicile-travail et comment ils souhaiteraient le percevoir demain. Donc, c'est vraiment une étape extrêmement importante dans la construction du plan d'action. Et le fait de pouvoir avoir ces deux études, l'accessibilité et l'étude des besoins et des pratiques, va vous permettre de construire votre plan d'action. Et donc, ce plan d'action, il doit travailler sur différentes thématiques. Ça peut être justement les modes doux, les modes plutôt ferrés, les modes actifs, l'organisation du travail, etc., etc. Et donc, dans la réalisation du plan d'action, on va comme ça définir des différentes actions plus ou moins long terme. En général, nous, on travaille avec des matrices, d'un côté faisabilité, de l'autre côté potentiel. Typiquement, mettre en place une indemnité kilométrique vélo, c'est assez rapide à mettre en place parce que ça ne dépend que de vous, en tout cas, ou que de l'entreprise, avec un impact qui va être modéré. Vous allez avoir par contre un potentiel qui va être énorme, qui va être faire venir une ligne de métro. Par contre, là, vous allez avoir une faisabilité qui va être extrêmement compliquée, qui va dépendre évidemment de la collectivité, de l'AOM, etc., etc. Et donc, vous allez travailler sur le plus long terme. Entre les deux, vous allez avoir le fait de négocier avec votre AOM, le fait de changer les horaires, par exemple, du bus qui passe en bas de votre site. Ça peut être de négocier de réaménagement ou de la mise en place d'une piste cyclable, etc., etc. Donc, vous avez comme ça un plan d'action qui va être court terme, moyen terme, long terme, en fonction de l'investissement financier, de la nécessité de s'appuyer sur des acteurs autres que externes à l'entreprise. Et voilà. Et après, l'idée, c'est d'être capable de mettre en place face à ça des indicateurs, un plan de déploiement et de pouvoir suivre le projet.
tout simplement, site par site et au niveau national. Du coup, la méthodologie, comme je viens de vous le dire, la phase préparatoire, bon là je vais passer rapidement parce que c'est vrai que j'ai déjà évoqué la plupart des points, mais c'est donc définir les parties prenantes, prendre contact avec les différentes parties prenantes externes, donc l'AOM, la collectivité. Dès le départ, sensibiliser en fait les porteurs de projets internes aux enjeux. La réunion de lancement lors de la phase de préparation est extrêmement importante parce que c'est vrai qu'assez souvent, on est reçu au départ, pas le couteau entre les dents, mais un peu comme les enquiquineurs qui viennent mettre des contraintes réglementaires en plus. Et quand on explique les enjeux, qu'ils soient sociaux, économiques ou environnementaux, on a finalement souvent une oreille attentive et c'est à ce moment-là où on trouve des alliés pour le projet. Le rétro-planning à ce moment-là est très important, c'est quand est-ce qu'on va diffuser l'enquête, quand est-ce qu'on travaille sur l'accessibilité, quand est-ce qu'on se revoit pour vous présenter le diagnostic et le qui fait quoi, évidemment. Et une fois qu'on a ce rétro-planning de fixé, on peut travailler avec le service communication pour dire quand est-ce qu'on annonce le projet, sur quoi on communique, quand est-ce qu'on lance l'enquête, quand est-ce qu'on relance, etc., etc. L'étude d'accessibilité, comme je vous le disais, c'est une étude qui est assez complète. L'ADEME vient d'ailleurs de sortir un guide assez récent sur les plans de mobilité qui reprécise bien ce qu'il faut faire dans une étude d'accessibilité. Et donc, c'est vraiment être capable d'étudier assez précisément. C'est pas juste sortir la carte du réseau de transport de votre région. C'est être capable d'aller vraiment regarder quelle est l'accessibilité par voie routière, vélo, piétonnière. Assez souvent, on se rend compte que le client nous dit oui, il y a une piste cyclable qui passe derrière. On va voir la piste cyclable, vous avez des nids de poules partout, vous avez des plantes qui poussent au milieu, et à l'enjeu national, où des poids lourds passent à 90. J'exagère, je noircis le trait, mais assez souvent, on est face à ce genre de cas. Et du coup, c'est là où la partie qualitative est importante, c'est qu'au-delà de la piste cyclable qui va être remontée par l'AOM ou par la collectivité dans le cadre de son schéma cyclable, nous, on va se rendre compte des difficultés réelles que peuvent rencontrer le collaborateur. Et c'est tout l'enjeu de cette étude d'accessibilité, c'est de se mettre à la place du collaborateur et de se dire est-ce que mon alternative, elle est sérieuse et elle est pérenne. Autre exemple, on s'est rendu compte chez un client que le taux d'utilisation des transports en commun par rapport à la ligne de RER qui passait juste à côté n'était pas forcément très bonne et par rapport aux moyennes nationales, nous paraissait, sur cette typologie en tout cas d'installation, nous paraissait relativement faible. Et en fait, on s'est rendu compte que de nuit, les collaborateurs devaient passer sous un pont qui n'était pas éclairé. Et en partie, les collaboratrices ne se sentaient pas du tout en sécurité. Et donc, l'action a été relativement simple, c'est de se dire, je contacte la collectivité et je négocie des installations lumineuses supplémentaires de façon à sécuriser l'ensemble. Et voilà. Et là, on sait qu'on va peut-être obtenir 0,5 ou 5% de plus sur l'utilisation des transports en commun parce qu'on aura pu lever ça et tenter de sécuriser. Mais cette étude qualitative, elle est extrêmement importante et elle est souvent sous-dimensionnée par les clients qui se disent oui, je sais bien, je connais mon RER, de toute façon tous mes collaborateurs râlent, il est tout le temps en retard, etc. Et de la même manière, on se rend compte que finalement, quand on étudie vraiment la qualité de service des infrastructures lourdes, elle est finalement meilleure que l'image qu'elle en donne. Et donc, on fait ça pour l'ensemble des offres de transport, la partie transport en commun, la partie covoiturage, la partie deux roues motorisées. Voilà. Stationnement, c'est important parce qu'on va faire des calculs de taux d'occupation, on va regarder s'il y a du stationnement sauvage, on va regarder si le stationnement deux roues moto est adapté. Je donne encore un exemple client, mais on a un client qui, en réunion de lancement, nous dit moi, j'ai un super parking à vélo, vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut et les collaborateurs sont contents. Et quand on va faire l'étude d'accessibilité sur site, on se rend compte que les collaborateurs qui veulent venir à vélo doivent emprunter, en fait, c'était en plein Paris, vraiment intramuros, et on se rend compte que les collaborateurs doivent emprunter la même rampe d'accès à un parking souterrain que les voitures. C'est-à-dire que les voitures sont susceptibles de monter pendant que vous descendez sur une pente qui devait être à 40 degrés. J'exagère, mais c'était très dangereux. Et que finalement, le local à vélo, l'endroit où les vélos pouvaient stationner, il avait été dit par la DSI pour entreposer des lieux photocopieurs. Et personne ne s'en était rendu compte. Il avait dû avoir un cycliste qui avait râlé, mais personne n'avait écouté, ou il n'avait pas râlé après la bonne personne. Et donc, c'est des cas qui paraissent aberrants, mais qu'on voit vraiment, en fait, au jour le jour. Voilà, je vais accélérer un petit peu, parce que je crois qu'on a un timing qui défile. L'enquête, voilà,
comme je vous le disais, elle est censée, donc elle est diffusée à l'ensemble des collaborateurs par différentes voies. L'idée, c'est d'être capable de travailler sur des populations cibles, typiquement l'automobiliste heureux, l'automobiliste contraint, celui qui aimerait changer mais qui n'a pas le choix, l'automobiliste qui serait enclin à changer, qui aurait potentiellement la possibilité parmi les opportunités. Et en fonction de ça, travailler sur des scénarios de report modaux, donc reporter un mode de transport, en l'occurrence la voiture individuelle, vers un autre, de façon à pouvoir construire comme ça son plan d'action et de travailler par axe également, comme je vous le disais. Le plan d'action, voilà, donc rédiger des fiches actions, organiser potentiellement des groupes de travail par type d'action avec les collaborateurs pour être capable vraiment de l'affiner, définir des indicateurs de suivi et puis être capable, voilà, 3 mois, 6 mois, 1 an après, de recadrer, de mettre en place des mesures correctives si l'action n'est pas suffisamment portée ou pertinente. Donc, tout au long de ce projet, comme vous le disiez, comme je vous le disais, on est sur du changement comportemental et du coup, la communication est un sujet qui est extrêmement important, que ce soit au début du projet pour emmener les collaborateurs dans le projet, mais également par la suite pour le faire vivre. Donc, c'est primordial au lancement de chaque action de voir une communication qui soit informative, qui soit participative ou même événementielle pour faire des manifestations, des jeux concours, ce genre de choses et faire en sorte vraiment d'emmener tout le monde de façon positive. Donc là, voilà, on est sur une idée de représentation du changement comportemental et c'est là où la communication vraiment a tout son enjeu, c'est d'être capable de partir de l'étape « jamais je ne ferai du vélo » à « j'utilise le vélo régulièrement ». Donc évidemment, on passe par énormément de phases dans le cadre du changement comportemental qui passent de la précontemplation à la répétition et qui visent à tenter de faire comprendre aux collaborateurs l'intérêt et le fait d'essayer et le fait d'apporter des bénéfices et le fait de valoriser les gens, le fait d'avoir des référents vélo, le fait de mettre en valeur, de récompenser, d'inciter. Voilà, il y a différents canaux et techniques qui permettent d'amener à ça. Et c'est la partie la plus intéressante du projet en fait. C'est une fois le diagnostic effectué, comment est-ce qu'on vraiment on accompagne et on obtient le changement. Il y a plusieurs outils qui existent dans le cadre de la réalisation des plans de mobilité. La plupart des cabinets comme Ecodev qui travaillent sur le sujet, en général, accompagnent sur de la prestation intellectuelle de type bureau d'études, sur lesquels on va réaliser le diagnostic, faire la gestion de projet, proposer la rédaction d'un rapport réglementaire, un plan d'action, faire parfois de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de l'accompagnement, de la gestion de projet, de la mise en place d'actions par la suite. Il y a assez peu d'outils qui permettent du coup d'être autonome sur le sujet. La première organisation à avoir développé un outil, c'est évidemment l'ADEME, qui a développé un outil d'évaluation des plans de déplacement, qui s'appelle EvalPDE et qui permet pas réellement de faire son plan de mobilité, mais de l'évaluer. Vous avez des outils de cartographie, en fait, qu'on appelle de SIG, qui vous permettent de faire tout le travail de géolocalisation, tout le travail de création des cartes isochrones, de calcul d'itinéraires, de temps de trajet, de feuilles de route individuelles, etc. etc. Vous avez une initiative qui a été faite aussi, qui n'est pas sur le slide parce qu'elle est très régionale, mais qui a été montée en fait dans la communauté urbaine de Strasbourg. Vous avez un outil qui a été développé par l'ACUS qui s'appelle Optimix, qui vise justement à gérer ces enquêtes et être capable de favoriser le covoiturage notamment, qui est assez optimisé, mais qui ne permet pas toute cette phase de diagnostic en amont. Et puis nous, il y a maintenant 1 an, on a développé justement un outil qui s'appelle EcoPDM, qui permet à nos clients de devenir autonomes sur la réalisation de leur plan de mobilité. L'idée, c'est vraiment d'être capable de fournir une alternative à l'accompagnement conseil classique, et puis de permettre à nos clients de s'approprier le sujet dans le temps, et pas uniquement de dire je passe par un prestataire, je sous-traite, et où on se retrouve face à une difficulté assez régulièrement de pérenniser l'activité et le sujet dans l'entreprise. Là, le fait de se l'approprier et de pouvoir avoir vraiment une gestion de projet complète, de dire voilà, je délègue telle question, telle donnée, telle action, et d'avoir un reporting site et multi-site nous paraissait pertinent. Et donc, c'est un projet qu'on a développé il y a 1 an dans le cadre de l'aide à l'innovation responsable. On a été soutenu par la région Île-de-France pour le développer. Voilà. J'ai fini et on est à un quart d'heure près, je pense, dans les temps.
Thomas, il faut allumer ton micro. Je ne sais pas si tu nous entends. Hop, Oui, pardon. voilà, ça va mieux, merci. Du coup, excusez-moi. Du coup, je disais qu'on va rapidement revenir sur la première partie parce qu'on avait une question de Baptiste qui voulait savoir pour quand on doit remettre le plan de mobilité à l'AOM, est-ce qu'on a juste à lui fournir même s'il est vide? Et autre question en parallèle, c'est quelles sont les obligations en termes de renouvellement des plans de mobilité, à quelle fréquence on doit le renouveler? Alors oui, il faut remettre un plan de mobilité à l'AOM. Par contre, il ne doit pas d'être vide. Fournir un plan de mobilité vide, autant ne rien fournir. Ce qu'il faut fournir. Ouais. Oui, du coup, ce qu'il faut fournir en fait à l'AOM, c'est un rapport de diagnostic, donc comprenant le plan d'action, les principaux résultats du diagnostic, et, et voilà, principalement le rapport réglementaire qui reprend l'ensemble des éléments tels qu'ils ont été évoqués. Les différentes AOM ne sont pas mis d'accord forcément sur un formalisme. Sur la plateforme d'Île-de-France Mobilité, vous avez donc un certain nombre de questions qui sont posées principalement sur le plan d'action, du type telle action, j'ai mis en place, je vais le mettre en place, je pense le mettre en place ou je ne le mettrai jamais en place, et avec potentiellement un indicateur. Et donc vous remplissez comme ça un certain nombre de questions, et ensuite vous téléchargez, vous uploadez votre rapport. Mais c'est à ma connaissance une des seules plateformes, peut-être avec Grenoble. Grenoble a mis en place un truc top qui permet justement aux entreprises de gérer aussi leur plan de mobilité, d'être capable de remonter leurs informations, de mettre à jour leurs indicateurs, etc. etc. Mais chaque AOM aujourd'hui gère son projet dans son coin. Et la deuxième question, c'était vis-à-vis des AOM. Sur la fréquence? Ah, la fréquence, oui, la mise à jour. De la même manière, en fait, ça dépend des plans de protection de l'atmosphère. L'article 51 de la LTE ne précise pas de modalité de reporting. En Ile-de-France, il est précisé qu'un bilan des actions doit être fourni tous les ans. Et la plupart des PPA, donc des plans de protection de l'atmosphère, avant même l'établissement de l'article 51 de la LTE, précisaient qu'il fallait un reporting annuel. Merci. Du coup, deuxième question. Quel est le coût moyen de l'élaboration d'un plan de mobilité? Quelle possibilité de mutualisation des coûts dans le cas d'une entreprise multisite? Alors, c'est toujours difficile de se positionner. Tout va dépendre d'un certain nombre de facteurs, donc de l'implantation de l'entreprise, du nombre de collaborateurs, du nombre de sites. Mais voilà, si on part sur un projet monosite dans un milieu, on va dire périurbain, d'une grande agglomération, pour une seule entreprise, il faut compter entre 5 et 15 000 euros, en gros, pour compter très large, en fonction de la communication. Est-ce qu'on va mettre des groupes de travail? Est-ce qu'on va travailler vraiment sur l'événementiel? Est-ce qu'on va accompagner sur la mise en place d'actions ou non? Voilà, ça peut être vraiment très variable. Et puis ça dépend de qui fait quoi. Typiquement, avec notre outil EcoPDM, même ça peut être beaucoup moins cher. C'est-à-dire que si l'entreprise décide d'être autonome, nous, on fournit une licence d'accès à l'outil et ensuite l'entreprise peut être autonome. Et la licence d'accès à l'outil, ça commence à 1 000 euros par an. Donc, on peut même être extrêmement abordable et l'idée, c'est que ça le soit. Après, c'est du jour en chez nous ou chez le client en fonction du niveau de maturité et de disponibilité également. Et ce qui est envisageable dans le cadre de la mutualisation de projet, que ce soit au niveau multisite ou interentreprise, c'est toute la partie gestion de projet également. Donc, quand vous faites une réunion de lancement, plutôt que d'en faire une par entreprise, vous en faites qu'une seule avec l'ensemble des interlocuteurs. La phase d'enquête également est quelque chose qui est mutualisable. Et puis les différentes phases de restitution et certaines phases d'accessibilité. Par contre, il y a des choses en interne qui vont être vraiment spécifiques à l'entreprise et qui devront être traitées par chaque entreprise. Du coup, merci pour la réponse. Encore une question. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'indicateurs? Oui, alors des exemples d'indicateurs, vous allez avoir par exemple le taux d'occupation moyen des parkings. C'est une donnée qui est intéressante à regarder. Le temps de transport moyen de mes collaborateurs, les différentes parts modales,
le pourcentage de collaborateurs touchant une indemnité kilométrique vélo, le pourcentage de collaborateurs étant remboursés du pass Navigo. Voilà, en fonction des actions et en fonction des structures, vous pouvez en définir. Il y en a beaucoup qui sont à définir, mais vous n'avez pas encore de batterie d'indicateurs comme le GRI dans le cadre de la RSE, quoi. Merci. Encore une question. Étant un substitut à la mobilité, le télétravail fait-il partie d'un plan de mobilité? Tout à fait. Ça fait partie des éléments qu'on regarde dans l'organisation du travail. On regarde la possibilité de décaler les horaires. On regarde la possibilité de mettre en place du télétravail, de mettre en place des télécentres. Oui, ça fait vraiment partie. L'organisation du travail fait vraiment partie de ce genre des choses qu'on regarde et qu'on doit regarder dans le cadre d'un plan de mobilité. Autre question, quid de la RGPD, protection des données personnelles, vs la géolocalisation et cartographie des flux des personnes? Alors, les données qui sont collectées, en fait, ne sont pas nominatives. Donc, ce ne sont pas considérées comme des données personnelles. On collecte des données qui sont anonymes. C'est uniquement donc l'adresse, dans le meilleur des cas, ou uniquement le code postal, quand on ne peut pas avoir l'adresse des collaborateurs pour avoir le mapping. On va collecter les données personnelles quand on va pouvoir travailler sur des feuilles de route individuelles. Mais dans ce cas-là, c'est le collaborateur qui vient, qui déclare, et donc il déclare s'engager à être d'accord pour pouvoir communiquer ces données personnelles à ce moment-là. Et dans ce cas-là, oui, ça doit faire l'objet évidemment d'un traitement d'une déclaration CNIL et de sa gestion associée. Merci. Du coup, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Quel type d'organisme peut accompagner un établissement public dans la construction du plan de mobilité? Et est-ce qu'il vaut mieux privilégier un acteur local? Alors, il n'y a pas vraiment d'organisme à privilégier ou non pour moi. Ce qui est important, c'est que l'organisation, enfin, la structure connaisse bien le métier. Être capable de faire un plan de mobilité, ça peut avoir l'air simple comme ça, mais l'accompagnement au changement, la façon d'en faire un vrai projet d'entreprise et de faire en sorte que le projet puisse être porté par l'ensemble des directions, parce que c'est un projet qui est très transverse. On va s'appuyer sur évidemment le développement durable quand c'est souvent lui qui le porte, mais également la communication, les ressources humaines, les services généraux, la direction de la flotte automobile, en fait, qui gère la flotte automobile en général, souvent la partie direction quand il faut valider les actions. Donc c'est un projet qui est extrêmement transverse et la gestion de projet n'est pas toujours simple. Je pense que le critère primordial, en fait, c'est d'être capable vraiment être capable d'accompagner et de monopoliser l'ensemble des directions de l'entreprise de façon à pouvoir pas avoir accouché de quelque chose qui soit suffisamment sérieux pour qu'il puisse vivre dans le temps. Le vrai problème des plans de mobilité, on l'a vu également donc avec les bilans de gaz à effet de serre, c'est le côté réglementaire, c'est se dire je veux un coup de tampon et derrière je fais rien. Ce qui fait qu'un projet, au même titre, un projet PDM fonctionne, c'est quand on a intégré les enjeux, qu'il est porté et que le plan d'action, même s'il n'est pas extrêmement ambitieux, mais que le plan d'action soit vraiment réalisé, suivi et mis en place. Enfin, mis en place et suivi. Merci. Question suivante. Est-ce que le plan de mobilité utilise pour approfondir les déplacements professionnels? Parce que nous parlons beaucoup de trajets domicile-travail en l'occurrence. Mais... Oui, tout à fait. Les déplacements professionnels doivent être regardés à partir du moment où ils sont effectués sur le territoire. Il y a cette notion de territoire que vous avez compris, puisqu'on regarde l'impact que va avoir la structure sur la qualité de l'air locale. Typiquement, si vous êtes basé en Île-de-France et que vous avez des commerciaux qui sont à Marseille, on ne va pas considérer leur déplacement. Par contre, vous pouvez le faire en plus dans le cadre de politique de management de la mobilité ou du transport. Mais ce n'est pas ce qu'on est censé regarder normalement dans le cadre d'un plan de mobilité parce que ça n'a pas d'impact sur la qualité de l'air locale. Par contre, évidemment, ça fait partie des choses qu'il faut regarder, donc que ce soit la partie flotte, l'optimisation, le type de conduite, le type de véhicule, c'est des choses qui sont censées être regardées, mais c'est souvent quelque chose qui est déjà plus ou moins bien géré par les clients parce que c'est un poste de coût très important.
alors que les trajets domicile-travail ne sont pas considérés comme un poste de coût par l'entreprise et du coup sont moins regardés. Mais donc oui, la réponse est oui, mais souvent c'est plutôt pas trop mal géré et c'est pas là-dessus que les enjeux humains sont le plus importants. C'est souvent des enjeux financiers sur lesquels on va avoir tendance à essayer d'appuyer sur de l'autopartage, de l'éco-conduite, etc., etc. Merci. Peut-être une dernière question. L'échéance de la réglementation était au 1er janvier 2018, mais peu d'entreprises semblent être à jour. Quelle échéance est à prendre en compte du coup? Alors, l'échéance, c'est toujours la même. On va voir ce que va dire la loi LOM et si elle va définir d'autres échéances, ce qui serait tenté d'être le cas. Ce qui avait été entendu pendant les assises de la mobilité, c'est 2020 sur les premières sanctions, sur une pénalité sur le montant du versement transport. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, aucune entreprise ne prend de risque dans le fait de s'intéresser sérieusement au sujet. On l'a vu, les enjeux économiques, mais surtout sanitaires, en termes de qualité de l'air et en termes d'impact sur la santé des Français sont tels que ce n'est pas un sujet qu'on va pouvoir mettre sous le tapis tout court. Il va falloir le traiter de façon de plus en plus dure. Et donc, voilà, autant essayer de s'y mettre le plus rapidement possible. Je pense qu'il faut vraiment voir ça comme une opportunité plus qu'une contrainte. Et essayer de l'intégrer le plus rapidement possible. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui, malgré tout, travaillent dessus. Nous, on travaille vraiment beaucoup dessus depuis 1 an et demi. C'est un sujet qui pousse beaucoup chez nous. Donc, je peux vous dire malgré tout que beaucoup de structures s'y mettent. Donc, évidemment, il y en a beaucoup qui ne font rien, mais il y en a quand même beaucoup qui font.